Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous voulions tout d'abord vous remercier d'avoir été si nombreux à suivre la journée de lancement du nouveau programme Erasmus+, le 14 janvier. Nous allons aujourd'hui répondre aux principales questions que vous nous avez posées et plus précisément sur le secteur de l'enseignement scolaire. Donc, comme vous le savez, le guide du programme n'est pas encore sorti. Donc, nous allons vous fournir les éléments que nous avons, dont nous disposons à ce jour, et ils seront ensuite à confirmer à la parution du guide. Si vous souhaitez revisionner la journée du 14 ou partager les contenus, sachez que les vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de l'agence Erasmus+, Éducation et Formation. La journée d'aujourd'hui sera séquencée. Vous pourrez donc la voir par la suite à partir du 25 janvier sur cette chaîne. Donc je laisse maintenant la parole à Noémie pour débuter cette session de questions-réponses. Merci Agnès. Nous allons commencer par répondre à des nombreuses questions liées au contexte actuel, donc sur le Covid et le Brexit. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site Pénélope+. Sachez actuellement que pour les projets en cours, le cas de force majeure s'applique. Donc pour toutes les mobilités qui ont été annulées ou reportées, vous pouvez demander un cas de force majeure à l'agence. Et les mobilités virtuelles sont également possibles sur l'action clé 1 et l'action clé 2. Pour toutes les questions spécifiques aux projets en cours, les situations particulières, nous vous invitons à contacter votre chargé de projet à l'agence Erasmus+, via votre espace organisme Pénélope+, comme vous le faites actuellement. Concernant le Brexit, il y a eu de nombreux échanges le 14 janvier à ce sujet. Donc nous souhaitons juste vous rappeler que pour les projets en cours, donc 2014-2020, donc tous ceux qui ont été financés jusqu'en 2020, les activités et les mobilités sont éligibles. Bien sûr, il faudra vérifier les conditions d'entrée au Royaume-Uni qui changent. Par contre, pour le futur programme, donc 2021-2027, le Royaume-Uni a déclaré ne plus participer à Erasmus+, donc ce n'est plus un pays du programme, ni dans l'action clé 1, ni dans l'action clé 2. Alors, je poursuis par un petit rappel sur les publics éligibles sur le secteur scolaire. Donc, comme vous le savez, sont éligibles tous les élèves de la maternelle au lycée, de la voie générale et technologique, des établissements publics et privés sous contrat. Sont également éligibles tous les personnels impliqués dans l'éducation et dans la formation initiale. Également, toutes les organisations qui souhaitent développer des projets en faveur de ces publics, élèves et personnels, sont également éligibles sur le secteur de l'enseignement scolaire. Sachez qu'une circulaire qui paraît chaque année au bulletin officiel de l'Éducation nationale dresse la liste complète des organismes et des publics éligibles. C'est vraiment le document de référence qui va vous servir à bien identifier le secteur sur lequel déposer vos projets Action Clé 1 et Action Clé 2. Ce document est disponible sur le site Pénélope+ de l'agence. Dans cette circulaire complète vraiment les informations qui sont disponibles dans le guide du programme et les adapte au contexte français. Donc on vous invite vraiment à aller le consulter. Nous avons eu justement des questions spécifiques liées au public de l'enseignement scolaire. Donc par exemple, est-ce que les formateurs d'enseignants du CASNAV sont éligibles pour participer au programme Erasmus+? Donc, le Centre académique pour la scolarité des nouveaux arrivants et des voyageurs est éligible puisqu'il est rattaché au rectorat. C'est un des services du rectorat. Donc, le personnel formateur enseignant du CASNAV étant personnel éducation nationale sont tout à fait éligibles pour participer au programme. Il faudra, dans ce cas, se rapprocher du rectorat de votre académie pour savoir si une accréditation a été déposée, par exemple, et pour pouvoir participer à un des projets. Nous avons également une question concernant les agents techniques de la région donc, qui travaillent dans les établissements scolaires. Donc, bien sûr, les agents techniques de tous les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, au même titre que les personnels de direction ou les enseignants, sont éligibles.
C'est vrai, ils sont payés par la mairie pour les écoles, par le département pour les collèges et par la région pour le lycée, mais ils sont bien rattachés à un établissement scolaire précis. Dans tous les cas, il faudra fournir la preuve de rattachement officielle. Très bien. On poursuit. Est-ce que les élèves du premier degré, donc de la maternelle et de l'école élémentaire, peuvent partir en mobilité avec Erasmus ? Eh bien, ce n'est pas parce que la mobilité des élèves a rejoint l'action clé 1 que cela change quelque chose. C'est-à-dire que tous ces élèves, même les plus petits, sont éligibles aux mobilités Erasmus+. Donc bien sûr, pour les élèves de maternelle, en général, ce sont plutôt des rencontres virtuelles qui sont organisées et les enseignants et les doudous souvent qui voyagent. Mais voilà, ils sont bien éligibles et on a des projets parfois avec des élèves de grande section qui sont partis avec leurs professeurs. Donc c'est tout à fait possible. Pour ce qui est des écoles élémentaires, est-ce que ces établissements peuvent recevoir des fonds européens ? Donc tout comme dans la programmation actuelle, vous savez que les écoles maternelles et élémentaires n'ont pas de personnalité juridique propre. Donc l'établissement dépose son projet ou son accréditation Erasmus+, et ensuite elle se concerte avec la mairie ou l'OCCE pour le portage financier de ces projets. Suite aux différentes questions transverses que nous avons eues, nous souhaitons faire un petit rappel sur les grands principes des projets Erasmus+. Donc, les financements Erasmus+ sont obtenus dans le cadre d'une candidature déposée lors d'appels à propositions annuels. Une structure peut déposer plusieurs projets sur différents secteurs éducatifs, par exemple. Sachez également que le but dans ce futur programme Erasmus+ 2021-2027, la gestion et le financement sera principalement forfaitaire. Donc il y aura aussi une souplesse au niveau suivi et gestion financière. Et nous souhaitons attirer votre attention sur un point un petit peu précis, puisque bien sûr, on parle toujours de projets européens, mais aussi ce sont des projets au niveau d'une structure, d'un établissement scolaire. Ce n'est pas un projet d'un individu. Bien sûr, c'est le représentant légal qui signe le contrat, donc qui engage l'établissement ou la structure. Mais il faut bien qu'il y ait derrière une équipe qui réfléchissent au projet et qui soient engagés pour mener à bien le projet pendant une durée donnée. Alors on poursuit. De nombreuses questions également nous ont été posées sur les priorités de ce nouveau programme. Donc il existe 3 grandes priorités qui sont transversales à tous les secteurs. Donc la transition écologique, le numérique et l'inclusion. Un petit focus spécifique sur l'inclusion. Sachez que l'objectif vraiment, c'est de permettre aux publics qui ont moins d'opportunités de pouvoir participer activement à ce nouveau programme. Donc cette priorité transversale, inclusion, doit se retrouver dans tous les projets et tous les projets doivent y répondre. Les candidats doivent ainsi expliquer comment est-ce qu'ils vont permettre et inclure ces publics dans leurs projets à venir. Maintenant, parlons de la nouveauté du nouveau programme 2021-2027, l'accréditation, en particulier pour le secteur de l'enseignement scolaire. Donc là, on est bien sur l'action clé 1 et pas du tout sur l'action clé 2. Donc l'accréditation, c'est la clé d'entrée pour garantir un financement jusqu'en 2027. Et le but aussi, c'est de simplifier toutes les démarches par la suite. On a eu une question spécifique d'une petite école rurale dans un petit village qui souhaite savoir si cette école peut déposer une accréditation. Bien sûr, tous les établissements scolaires, que ce soit ruraux ou en REP, petits, des gros lycées, tous les établissements peuvent bien sûr déposer une accréditation. Pour cela, il y a 2 façons de demander une accréditation. Soit une structure dépose une accréditation en monobénéficiaire, donc pour sa propre structure, pour ses élèves et son personnel, donc pour faire bien sûr des mobilités pour ses élèves et son personnel. Soit une structure dépose une accréditation en consortium,
Donc là, c'est pour différents établissements d'un même pays. Donc on parlera de membres du consortium et on y reviendra dans très peu de temps. En attendant, prenons l'exemple d'un lycée polyvalent. Donc un lycée qui a des élèves et des personnels de la filière générale et technologique, également des élèves et des personnels de la filière enseignement et formation professionnelle, et aussi des étudiants donc de l'enseignement supérieur, comme les BTS. Donc ces étudiants-là ne sont pas rattachés à l'enseignement scolaire, ils relèvent bien du secteur enseignement supérieur. Donc ce lycée polyvalent souhaite faire partir tous ses élèves et tout ce personnel, enfin disons des différentes filières. Dans ce cas, ce lycée devra déposer 3 accréditations. Pour déplacer et faire partir en mobilité ses élèves et ses personnels du secteur scolaire, il devra déposer une accréditation sur le secteur scolaire. Pareil pour les élèves et les personnels de l'enseignement et de la formation professionnelle, il devra déposer une accréditation enseignement et formation professionnelle. Et pour les étudiants, il faudra déposer une charte ETCHE pour le secteur de l'enseignement supérieur. Nous souhaitons faire un petit rappel suite à une question spécifique que nous avons eue. La charte ETCHE ne permet pas l'accréditation automatique des autres secteurs. Pareil, si on demande l'accréditation sur le secteur enseignement et formation professionnelle, EFP. Nous avons eu une question d'un lycée justement qui a déposé une accréditation sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui souhaite faire partir ses élèves de la filière générale en mobilité longue d'élèves. Donc, dans ce cas, il faudra demander également l'accréditation du secteur scolaire pour pouvoir faire partir ses élèves de la filière générale sur le secteur scolaire. Et juste une dernière chose, Agnès, sur si vous souhaitez par exemple envoyer en même temps vos élèves de la filière enseignement et formation professionnelle et la filière scolaire, il est possible d'avoir, avec les 2 accréditations différentes obtenues, de faire coïncider les mobilités aux mêmes dates. Merci Noémie. Alors on va poursuivre plus précisément avec l'accréditation en consortium. Noémie vient de vous le présenter, 2 types d'accréditation, monobénéficiaire pour sa propre structure ou en consortium. Un consortium, qu'est-ce que c'est ? C'est un coordinateur avec au minimum 2 membres du consortium, comme vous le voyez ici. Donc ce coordinateur, qui peut-il être sur le secteur scolaire ? On trouve par exemple les GIP et les rectorats d'une académie qui peuvent déposer pour différents établissements scolaires ainsi que pour leur personnel une accréditation. On trouve également les directions diocésaines de l'enseignement catholique par exemple, tout établissement public local d'enseignement comme un collège ou un lycée, ou encore une collectivité territoriale, mairie, communauté de communes, département, région. Bref, toutes ces structures peuvent coordonner un consortium et inclure avec elles des établissements scolaires de tout type, écoles primaires, collèges, lycées, pour faire partir tous ces différents publics. Donc on poursuit sur des questions plus précises que l'on a reçues. Donc, est-ce qu'une fois que j'ai été accréditée en monobénéficiaire, c'est-à-dire pour ma propre structure, ou si j'ai été accréditée pour un consortium, est-ce que je peux, en cours de programmation, changer de type d'accréditation et passer de l'un à l'autre ? Eh bien oui, cela devrait être possible, mais pour le moment, nous n'avons pas de connaissance de la procédure qui sera à suivre. Ensuite, on nous a demandé s'il fallait nommer les membres du consortium au moment du dépôt d'accréditation et est-ce qu'il fallait le faire également pour les structures d'accueil. Donc non, on l'a dit plusieurs fois, les membres du consortium n'ont pas besoin d'être identifiés au moment de la candidature. Par contre, on vous demande d'expliquer quels seront les profils de ces établissements. La liste détaillée, vous la fournirez ensuite au moment où vous aurez obtenu votre accréditation et au moment où vous demanderez des financements. Idem pour les structures d'accueil, on n'a pas à le spécifier dans le document.
Enfin, on nous a demandé si une liste des consortiums accrédités allait être disponible. Donc oui, on vous l'a dit le 14, la liste des résultats sera disponible sur le site Pénélope Plus le 26 février normalement. Et les DAREC, donc les délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération de chaque académie, devraient également avoir la liste des coordinateurs de consortiums accrédités et également, bien sûr, vous renseigner sur les consortiums qui ont été déposés par l'Académie. Nous avons eu également une question, à savoir est-ce qu'il est possible de rédiger des objectifs propres au coordinateur du consortium et des objectifs spécifiques au consortium. Donc oui, il est tout à fait possible. Le coordo peut inclure ses propres activités, ses propres besoins, qui sont différents des spécificités pour les membres du consortium. C'est tout à fait possible. On nous a également demandé s'il est possible d'ajuster les prévisions des mobilités une fois accréditées. Donc c'est pareil, c'est tout à fait possible, puisque dans le formulaire de l'accréditation qui était donc à faire en automne, qui est toujours à faire en automne, c'est une demande plus générale et prévisionnelle. Par contre, après, dans la demande de financement, qui intervient donc au printemps, là, il faut être plus précis et au réel. La dernière question sur les consortiums accrédités, donc est-ce que tous les membres du consortium doivent-ils être accrédités? Non, pas nécessairement. Non, ce n'est pas nécessaire pour faire partie d'un consortium d'être accrédité. Continuons sur les projets courts de mobilité de l'action clé 1. Nous avons donc, suite aux nombreuses questions que nous avons eues, nous commençons par un petit rappel, donc un projet court de mobilité. Donc un établissement peut déposer ce type de projet, le projet court de mobilité, sur une période courte de 6 à 12 mois et pour réaliser au maximum 30 mobilités. Donc ça peut être pour les élèves et ou pour les professeurs. Il peut y avoir aussi que des personnels qui participent sur ces mobilités-là. Donc par contre, attention, parce qu'il sera possible de déposer que 2 projets de ce type sur une période de 5 ans. Et comme c'est précisé, le financement est bien pour la structure qui dépose. Nous avons eu une question également, dans quel cas déposer ce type de projet. Donc si par exemple vous n'avez pas déposé d'accréditation en automne 2020, que vous ne souhaitez pas attendre l'accréditation 2021, il sera possible de faire une demande de projet court de mobilité au printemps pour faire des mobilités en 2021. Et les activités seront détaillées pour toutes les actions clé 1 par Agnès tout à l'heure. Oui, Noémie, on nous a aussi demandé si un lycée qui avait déjà participé à un projet Erasmus+, donc qui connaissait déjà un petit peu la mécanique, est-ce qu'il pouvait déposer quand même un projet court de mobilité? Eh bien oui, si ce format correspond à ses besoins et à ses ambitions, tout à fait, il peut déposer ce type de projet, il n'est pas obligé d'aller vers l'accréditation, mais bien sûr avec donc les différentes caractéristiques que Noémie nous a présentées. Alors, des précisions maintenant sur les financements que l'on peut obtenir pour l'action clé 1 sur un même secteur éducatif. Donc, vous voyez par exemple, si vous êtes accrédité sur le secteur de l'enseignement scolaire, qu'est-ce que vous pouvez faire en même temps? En fait, vous pouvez avoir accès à 2 sources de financement en même temps. Vous êtes accrédité et vous demandez les financements donc pour la mobilité de vos élèves et ou de vos personnels ou pour votre consortium. Mais il est également possible d'être membre d'un autre consortium qui demandera d'un autre consortium accrédité. On imagine par exemple une école qui demandera ses propres financements via son accréditation et qui participera au consortium académique pour la mobilité des personnels. Ensuite, si vous n'avez pas demandé cette accréditation ou si vous ne l'avez pas obtenue, vous pouvez soit être membre de 2 consortiums accrédités. Donc on imagine par exemple un collège qui va d'une part participer au consortium de son académie pour la mobilité des personnels et également par exemple participer au consortium
coordonné par le lycée de son secteur. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi, autre possibilité, soit déposer vous-même un projet court de mobilité et être membre d'un consortium en même temps. Voilà pour ces petites précisions. De nombreuses possibilités. Nous avons également eu de nombreuses questions concernant les échanges scolaires de l'ancien programme, donc l'action clé de KA 229 pour tous ceux qui connaissent. Donc dans ce nouveau programme, est-ce qu'il sera toujours possible de poursuivre les échanges scolaires avec les partenaires européens habituels ? Donc bien sûr, dans ce nouveau programme, il sera possible de continuer à échanger avec les partenaires, les différents établissements scolaires que vous aviez, pour faire des mobilités d'élèves et de personnel, avec donc d'autres établissements qu'on appelle les partenaires. Simplement, maintenant, ça sera dans l'action clé 1, avec l'accréditation. Donc c'est juste le mode de financement qui sera différent, les formulaires bien sûr aussi, mais c'est tout à fait possible. Donc justement, nous avons eu une question spécifique concernant les mobilités d'élèves. Si par exemple je veux faire partir une dizaine d'élèves dans différents établissements scolaires, est-ce que c'est bien l'action clé 1, accréditation ? Oui, tout à fait. La réciprocité sera également possible. Par contre, dans ce cas, il faudra que chaque établissement scolaire demande l'accréditation auprès de son agence nationale, puisque du coup les demandes de financement seront faites auprès de chaque agence. Et donc, à ce moment-là, il y aura réciprocité. Par contre, comme la question spécifique, est-ce que notre établissement scolaire a demandé l'accréditation et espère l'obtenir pour faire partir les élèves en mobilité, est-ce que les partenaires d'accueil doivent eux aussi être accrédités ? Pour être simplement établissement d'accueil, il est possible de ne pas être accrédité. Et donc, ce n'est pas nécessaire. Et si vous aviez prévu de déposer un dossier d'échange scolaire au printemps, évidemment, ce n'est plus possible. Donc, la possibilité qui s'offre à vous aujourd'hui, c'est de déposer un projet de courte mobilité sur l'action clé 1 dont on vient de parler. Soyez rassurés. Merci Noémie. Alors, on va rentrer plus précisément, parce que vous nous l'avez demandé, dans les types d'activités possibles sur l'action clé 1, aussi bien pour les élèves que pour les personnels. Donc, comme vous le voyez ici, pour les élèves, la mobilité de groupe d'élèves se poursuit. Donc, ce sont les activités qui existaient dans les projets d'échange scolaire KA 229. La mobilité de groupe d'élèves, qui est l'activité la plus répandue et qui permet aux élèves de partir, de travailler avec d'autres élèves européens sur une thématique commune et de se rendre dans les établissements scolaires. Donc, cette mobilité existe toujours. Donc, elle peut durer de 2 à 30 jours et la présence de l'enseignant est nécessaire pendant toute la durée de l'activité. Bien sûr, on vous le dit, on vous le redit, mais on attend vraiment la publication du guide pour que ces informations soient vraiment validées. Mais voilà, on vous donne quand même des éléments plus précis au vu des informations dont nous disposons à ce jour. Ensuite, une autre activité, c'est la mobilité d'études ou de stages en Europe. Donc jusqu'ici, la mobilité longue existait. Donc on pouvait partir étudier en Europe, ce qui existe toujours, mais également la mobilité courte d'études et de stages, c'est une des nouveautés du programme. Donc les élèves peuvent partir sur une durée allant de 10 jours à 29 jours dans un autre établissement scolaire ou dans toute organisation qui serait pertinente par rapport à leur filière ou à leur cursus. Donc, un programme individuel d'apprentissage doit être défini pour chaque élève dans ce type de mobilité. Ensuite, je le disais, la mobilité longue, donc on part étudier dans un autre établissement partenaire sur une durée qui peut aller d'1 mois jusqu'à 1 an. Mais attention, les établissements sont vraiment tenus de dispenser des apprentissages de qualité aux élèves et également de leur accorder une reconnaissance appropriée des apprentissages et des compétences qu'ils ont pu acquérir. Et il faut également bien soutenir les élèves pendant cette mobilité longue. On passe maintenant aux activités pour les personnels. Donc vous reconnaissez les activités qui existaient déjà dans le programme actuel.
Les stages d'observation, donc les personnels partent sur une durée de 2 jours à 60 jours, observer des pratiques, soit dans un établissement scolaire, soit dans une organisation qui serait pertinente sur le secteur. Ensuite, la possibilité de partir enseigner, donc de 2 jours à 1 an pour les enseignants ou les personnels de l'enseignement scolaire. Et enfin, la possibilité de suivre une formation en Europe, donc on l'a dit, soit un cours structuré, soit une formation sur une durée de 2 à 30 jours. Sachez que la prise en charge financière pour ces cours, elle s'applique sur une durée de 10 jours maximum. Donc le forfait est appliqué pour 10 jours pour payer ce cours. Ensuite, il est possible d'accueillir un expert pour qu'il dispense une formation au sein de votre établissement. On nous a demandé si un autre enseignant européen pouvait être un expert. Oui, tout à fait. Un enseignant, ça peut être un expert politique, ça peut être un formateur. L'idée, c'est que cette personne vienne dans votre établissement pour en fait améliorer soit les méthodes d'enseignement, soit vous faire connaître d'autres méthodes, améliorer l'apprentissage, former le personnel. Tout cela, c'est possible. Les visites préparatoires, donc on en a parlé, elles peuvent s'avérer très utiles, particulièrement quand on veut faire partir ensuite des publics qui ont moins d'opportunités et également pour bien préparer les mobilités longues d'élèves avec ses partenaires. Enfin, vous avez la possibilité d'accueillir un enseignant en formation, un enseignant qui serait en stage au sein de votre établissement scolaire. Donc sachez que toutes ces activités peuvent être combinées avec des activités virtuelles, bien sûr, et que les durées qui sont indiquées concernent vraiment la mobilité physique. Maintenant, on va changer d'action. Nous allons passer à l'action clé 2, donc les partenariats. Donc là, on n'est plus sur l'action clé 1 avec les accréditations. Ces projets de partenariat de l'action clé 2 répondent à des priorités européennes en matière d'éducation et de formation. Donc, dans ces projets, il est possible en fait de coopérer, d'échanger, de travailler avec différents partenaires sur une thématique commune, de mutualiser des pratiques, d'élaborer des contenus innovants, comme par exemple des MOOC ou des applications mobiles. Attention, sur ces projets de partenariat Action Clé 2, la mobilité n'est pas une fin en soi. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 2 types de partenariats. Les partenariats de petite échelle. Donc là, il faudra être au minimum 2 organismes de 2 pays différents, donc des pays programmes, pour une durée de 6 à 24 mois. Et il y aura 2 forfaits pour ce type de projet, soit 30 000 ou 60 000 euros. Pour les partenariats de coopération, qui existent actuellement aussi sur l'ancien programme, il faudra être là 3 organismes issus de 3 pays différents, donc toujours pays-programme au minimum. Et là, la durée pourra aller de 1 an à 3 ans. Et les subventions seront proportionnelles aux objectifs et au périmètre. Nous aurons bien sûr des informations plus précises lors de l'apparition du guide 2021. Nous avons eu également des questions sur l'action clé 2, donc les partenariats. Donc, est-ce qu'une nouvelle structure a l'obligation de commencer par un projet de petite échelle ? Non. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, tout dépend des capacités, des ambitions, des ressources en fait, pour mener à bien le projet. Ce n'est pas une obligation. Nous avons également la question des pays tiers, donc tous les pays en dehors du programme Erasmus+, donc les 33 pays programmes. Est-ce qu'ils peuvent participer à des projets de partenariat ? Donc sous réserve bien sûr de la publication du guide de programme, oui, comme actuellement, il sera possible d'intégrer un pays tiers. Par contre, il faudra bien faire attention à respecter le minimum des pays programmes, donc par exemple sur un projet de coopération de 3 pays au minimum, et le pays tiers pourra être donc un 4e partenaire. Et il faudra obligatoirement qu'il ajoute une plus-value au projet, comme c'est le cas actuellement. Alors on poursuit. Donc le 14 janvier, on vous a présenté rapidement l'action Jean Monnet qui s'ouvre au secteur scolaire.
Donc, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est cette action Jean Monnet, son objectif, c'est vraiment de promouvoir une citoyenneté européenne active et également le dialogue entre les citoyens sur les questions européennes. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour le secteur scolaire, de favoriser la diffusion de connaissances sur l'Union européenne dans les établissements du premier et du second degré. Donc, comment est-ce que cela sera possible ? L'idée, c'est vraiment de développer des contenus de formation pour les enseignants, d'échanger des pratiques entre les écoles et les enseignants aussi sur comment enseigner l'Union européenne, et également de favoriser le dialogue entre les différents acteurs scolaires en les mettant en réseau ou par le biais de projets collaboratifs. Sur ce point également, on en saura plus lorsque le guide du programme sera paru et que les appels à propositions seront ouverts. Rentrons un petit peu dans le détail du calendrier Erasmus+ 2021. Donc, si vous avez déposé une demande d'accréditation à l'automne 2020, donc pour le 29 octobre 2020, vous aurez la publication des résultats le 26 février 2021. Donc nous imaginons que, par exemple, pour les coordinateurs de consortium, vous avez déjà commencé à contacter les membres de votre les membres de votre consortium pour la création des codes OID, la mise à jour de tous les documents nécessaires pour que le code OID soit validé. Alors, ensuite, au printemps, vous aurez deux possibilités pour l'action clé 1 et pour l'action clé 2. Donc, pour les organismes qui ont obtenu l'accréditation sur l'action clé 1, vous aurez la possibilité d'effectuer votre demande de financement. Pour les organismes qui n'ont pas obtenu ou qui n'ont pas demandé d'accréditation, il sera possible de faire une demande de projet court de mobilité ou de rejoindre un consortium accrédité. Pour l'action clé 2, donc les partenariats, vous pourrez candidater, comme tous les ans, soit à un projet de petite échelle ou un projet de coopération. Toutes les activités et les mobilités démarreront donc courant de l'été 2021 en fonction de l'action choisie. Et la nouvelle accréditation, l'appel à proposition de l'accréditation 2021 qui va ouvrir donc dès ce printemps 2021, la date limite de candidature sera donc en automne 2021. On poursuit ? Alors, on a eu également pas mal de questions spécifiques sur nos deux grandes thématiques phares que sont l'inclusion et la transition écologique. Donc l'inclusion, on en a parlé un petit peu. Sachez que l'agence est en train de réaliser un travail pour définir les critères qui vont déterminer ces publics de l'inclusion. Aussi bien en termes géographiques, donc on pense aux quartiers prioritaires de la ville, on pense aussi aux territoires ruraux, également en tout ce qui est en termes économiques, donc pour les élèves boursiers par exemple, également sur les publics qui sont en grande difficulté, les publics en situation de handicap ou encore les publics qui ont des difficultés de santé. Donc on travaille vraiment sur ce sujet actuellement. Quels financements seront disponibles pour ces publics de l'inclusion spécifiquement ? Eh bien, il y aura un financement additionnel qui permettra d'accompagner la participation plus active de ces publics dans le programme avec un montant forfaitaire par mobilité. Ensuite, vous pourrez toujours, bien entendu, demander des coûts exceptionnels qui seront pris en charge selon les coûts réels pour les besoins spécifiques. Par exemple, on pense à tout ce qui est matériel nécessaire pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Ensuite, on l'a déjà dit, mais vous pouvez utiliser les visites préparatoires, bien entendu, pour ces publics plus fragiles, pour que la mobilité se passe dans les meilleures conditions. Concernant la transition écologique, donc, au-delà de l'incitation à travailler sur cette thématique, il y aura aussi des financements spécifiques. Donc, un forfait kilométrique qui sera abondé, un financement supplémentaire lorsqu'on choisit d'utiliser des transports plus doux comme le train par exemple, et également la possibilité de demander des jours de voyage supplémentaires, donc a priori peut-être jusqu'à 6 à confirmer, pour pouvoir arriver à destination
par ces transports plus doux. Alors, Europass, de la même manière, on vous en a parlé, mais on a eu aussi des questions sur le sujet. Donc, pour le secteur de l'enseignement scolaire, on vous fait une petite piqûre de rappel. Donc, Europass, c'est la plateforme numérique de gestion des compétences. C'est une plateforme complète et elle s'adresse aussi bien aux élèves qu'au personnel sur le secteur scolaire. Donc ça permet vraiment de valoriser les compétences techniques et aussi les compétences transversales que vos élèves et vos personnels vont acquérir tout au long de la vie. Il y a un document de valorisation qui est très prisé sur le secteur scolaire, c'est l'Europass Mobilité. Ça permet vraiment de mettre en avant, de valoriser les compétences qui ont été acquises pendant la mobilité avec les élèves ou les personnels. Et ensuite, vous pouvez tout à fait organiser une petite session de remise d'Europass, quelque chose d'un peu officiel. Ça fait souvent plaisir aux élèves. Donc, on nous a demandé si on pouvait l'utiliser pour les collégiens. Bien sûr, il n'y a pas d'âge minimum. On peut vraiment, dès le plus jeune âge, capitaliser sur ces compétences et s'y référer ensuite tout au long de la vie. Donc oui, utilisez-le pour vos collégiens sans problème. Je poursuis. Donc vous savez, sur le secteur scolaire, il est vraiment important, bien sûr, de trouver des partenaires européens, aussi bien pour accueillir les personnels et les élèves de l'établissement scolaire et pour travailler et coopérer ensemble. Donc ces deux plateformes, eTwinning, la plateforme incontournable que vous connaissez, 580 000 enseignants issus de 43 pays, et l'autre plateforme, School Education Gateway, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être enseignant pour s'inscrire. Elle est ouverte à tous les types de profils et vous pouvez trouver aussi bien des organismes d'accueil, des formations. Vous pouvez vous proposer pour accueillir également d'autres établissements scolaires et vous pouvez trouver des partenaires pour les projets d'Action Clé 2. Donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, les rencontres européennes Erasmus+, on en a parlé. Allez vous informer sur le site de l'agence pour savoir quelles sont les prochaines rencontres et quelles sont les thématiques de travail. Ça vous permettra de rencontrer vos partenaires. Noémie, je te laisse conclure. Merci Agnès. Donc, vous connaissez tous le site Pénélope Plus actuellement. Donc, il va devenir le site Mon Projet Erasmus+, avec le futur programme. Donc, vous retrouverez bien sûr toutes les informations nécessaires, les documents ressources sur ce site. Il sera organisé en fonction du cycle de vie du projet. Et bien sûr, vous retrouverez le formulaire de candidature, les différents formulaires lorsqu'ils seront disponibles. Par exemple, pour l'accréditation, vu que l'appel à proposition sera ouvert dès ce printemps, vous pourrez accéder au formulaire de candidature. Un petit rappel sur le réseau des développeurs Erasmus+, qui se trouve donc sur tout le territoire. Ils sont là pour répondre à vos questions. Et vous aurez une carte qui permet de les géolocaliser, ces développeurs, sur le site Mon Projet Erasmus+, bien sûr. Pour les établissements scolaires, la plupart du temps, l'interlocuteur privilégié est le DAREC, on en parlait tout à l'heure, et donc ils font partie de ce réseau de développeurs. Vous pouvez consulter la plateforme de publication des résultats de tous les projets Erasmus pour vous inspirer. Voilà, nous avons essayé de répondre à un maximum de questions spécifiques à l'enseignement scolaire. Vous aurez bien sûr de nombreuses réponses détaillées dès la sortie, enfin plus détaillées en tout cas, dès la sortie du guide 2021. Toutes les informations seront mises à jour sur le site Mon Projet Erasmus+, qui sortira également prochainement. Si vous avez encore des questions spécifiques sur le secteur scolaire, sur le futur programme, vous pouvez contacter le pôle promotion donc, de l'agence Erasmus+. L'adresse s'affiche à l'écran. Si par contre vous avez des questions en cours sur les projets en cours Action Clé 1 et Action Clé 2, vous pouvez contacter votre chargé de projet à l'agence via votre espace organisme Pénélope Plus, toujours. Nous vous invitons à vous abonner à la newsletter pour suivre donc toute l'actualité de l'agence, donc sur le site internet également qui s'affiche à l'écran, donc agence.erasmusplus.fr.
Nous souhaitons maintenant vous remercier pour votre attention à distance dans ce contexte si particulier. Merci à tous.